Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La Fondation Prince Albert II et la SMEG signent un accord de partenariat. L'objectif, sensibiliser les clients de la SMEG sur le changement climatique. L'ours polaire au cœur d'un colloque à l'Institut océanographique de Paris. Étudiants, spécialistes et scientifiques ont débattu pendant 2 jours. Reportage dans ce journal. Puis nous reviendrons sur le stage effectué par le peloton motocycliste de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Il était organisé en collaboration avec nos voisins français. Et enfin, l'AS Monaco éliminé de la Coupe de France de basket. L'ASM s'est incliné dans les toutes dernières secondes face à Fos-sur-Mer. Nous ouvrons donc ce journal avec ce partenariat que vient de signer la Fondation Prince Albert II et la Société monégasque de l'électricité et du gaz, un partenariat portant sur la compensation carbone. Il s'agit ici de sensibiliser les clients de la SMEG aux conséquences de leur consommation d'énergie sur le changement climatique. Plus d'explications avec Patricia Navarro. La compensation carbone est l'un des instruments pour lutter contre les changements climatiques. Il s'agit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre pour ensuite les compenser à travers le financement de projets de développement durable. Une réelle prise de conscience s'est opérée au cours des dernières années et en principauté, plus qu'ailleurs, de nombreuses initiatives ont vu le jour en la matière. La Fondation Prince Albert II de Monaco et la Société monégasque d'électricité et du gaz, qui œuvraient jusqu'à présent chacune de leur côté pour inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ont décidé récemment d'unir leurs moyens en signant un partenariat. Ce partenariat permet aux 2 entités de mettre à disposition des certificats de crédit carbone qui permettront, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, particuliers ou entreprises, la compensation volontaire de leurs émissions de carbone, ce qui est un des volets d'une action globale qui est entreprise en principauté et à laquelle la SMEG participe bien entendu pour agir contre le changement climatique en atténuant si possible les effets. Le programme MCO2 Monaco Carbon Offsetting, créé il y a 4 ans par la Fondation, a permis de compenser plus de 20 000 tonnes d'équivalent CO2. Il va donc désormais rejoindre l'offre compensation carbone, proposée elle par la SMEG à sa clientèle. Le principe de la compensation carbone consiste à d'abord mesurer les émissions de CO2 au niveau de nos clients, et en particulier en ce qui concerne le gaz naturel, puisque la SMEG vend du gaz naturel indépendamment de son activité proprement électrique. Donc une fois cette mesure opérée, nous essayons d'aider nos clients à réduire les émissions de CO2, et dans la mesure où on arrive à un constat où on ne peut plus réduire ces émissions, alors il convient d'envisager de compenser ces émissions dans un site d'ailleurs qui peut être totalement différent de là où on consomme, où on émet du CO2. Et donc c'est ce principe de compensation qui consiste à proposer à nos clients des crédits carbone dont l'unité est la tonne. Dans un premier temps, la SMEG s'est engagée sur un volume de 2000 unités de crédit carbone dans le cadre de ce partenariat, mais il n'est pas exclu d'aller au-delà à l'avenir. Il faut savoir qu'en matière de compensation carbone, aujourd'hui les financements récoltés permettent notamment de financer des projets de développement dits propres à travers le monde et plus particulièrement dans les pays du Sud. Et nous retrouvons la Fondation Prince Albert II à Paris. Elle était partenaire du premier colloque en France dédié à l'ours polaire. Cet événement qui s'est déroulé à l'Institut océanographique était organisé par une association qui s'appelle Pôle Action, une association créée par des passionnés des régions polaires. Pendant 2 jours, des chercheurs, des scientifiques ou encore des étudiants ont débattu sur les connaissances actuelles de l'espèce, sur son environnement ou encore sur sa relation avec l'homme. Vanessa Dessy et Serge Prémont étaient à Paris. Voyez leur reportage. On le savait célèbre dans plusieurs campagnes de communication, mais l'ours blanc devient malgré lui un autre symbole. Le symbole du combat contre le réchauffement climatique et la pollution. Depuis quelques années, cette espèce fait l'objet de plusieurs prises de position et déclarations. Le constat est sans appel, les problèmes environnementaux affectent les ours polaires de plusieurs manières.
Le cycle de l'ours polaire est complètement lié à celui de la glace de mer, donc de la banquise. Donc effectivement, le réchauffement climatique en un premier lieu est très très important pour la survie de l'ours, parce qu'il a besoin de la glace pour aller se nourrir. Donc s'il n'y a pas de glace de mer, eh bien il ne peut pas manger. Donc évidemment, ça pose des problèmes. Des problèmes de pollution aussi assez importantes, entre autres en mer de Barents, donc au nord de l'Europe ou sur la côte est du Groenland. Donc ça c'est vraiment très très important. Les métaux lourds, les organochlorés, donc qui sont des produits extrêmement polluants, que l'on retrouve abondamment dans les ours polaires. En partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le premier colloque en France était organisé avec un seul et unique objectif, tirer la sonnette d'alarme afin de sensibiliser le public sur un animal malgré tout assez méconnu. Je pense qu'il faut voir l'ours polaire comme un feu clignotant, je dirais, et qui doit nous alerter sur ces problématiques. Et il faut faire attention que si le clignotant passe au rouge, ça risque aussi de nous poser des graves soucis. Donc c'est aussi le but de ce genre de rassemblement, de colloque, c'est de faire prendre conscience à un maximum de personnes. Étudiants, enseignants ou chercheurs ont pu assister également à la présentation en avant-première du film Les ours polaires en Alaska. Ce documentaire signé d'un passionné, Fabrice Simon, relate plusieurs mois d'aventure auprès des ours blancs. Je voulais montrer une particularité qui existait dans l'Alaska avec évidemment la chasse pour la subsistance par les natifs et le nombre d'ours polaires qui augmente d'année en année et d'ours qui deviennent dépendants de quelque part de cette nourriture. À ce jour, 5 pays se partagent la population mondiale d'ours polaires, le Canada, les États-Unis, le Danemark, la Norvège et la Russie. Grâce à l'accord ratifié par chacun de ces pays en 1973, la conservation des ours polaires reste une priorité internationale. Et ce colloque sur l'ours polaire était également l'occasion de présenter une future exposition à la Galerie des Pêcheurs à partir du 26 octobre prochain. Une exposition de photos de Catherine et de Rémi Marion lors de leurs différentes expéditions à la rencontre de l'ours polaire. Voilà, passons à présent à l'actualité, en bref et en images. Ce mardi, le ministre d'État Michel Roger recevait les responsables d'entreprises signataires du protocole d'accord relatif à l'insertion dans la vie active des jeunes diplômés monégasques et résidents. La commission d'insertion des diplômés a été créée en 2010 par le gouvernement princier. Elle permet de favoriser l'accès à l'emploi des monégasques grâce à un partenariat avec plus de 90 entreprises. Le peloton motocycliste de la compagnie des Carabiniers du Prince a effectué un stage ces dernières semaines. Il était organisé par l'escadron départemental de sécurité routière des Alpes-Maritimes. Le peloton a notamment pu se perfectionner dans la conduite de leur moto, mais pas seulement. Voyez ce reportage. C'est au Musée des Princes, un lieu prestigieux cher à l'histoire des carabiniers, que la cérémonie de remise des diplômes de fin de stage s'est déroulée. Cette formation, proposée par la Gendarmerie nationale, concernait une trentaine de motards carabiniers. 3 stages d'une durée d'1 semaine ont eu lieu sur la digue à Monaco et dans l'arrière-pays niçois. La France possède des centres de formation et nous faisons souvent appel en fait, à nos voisins pour nous permettre d'être plus performants dans notre métier. En l'occurrence, nous avons fait appel à la Gendarmerie nationale française qui nous a permis de réaliser un stage essentiellement tourné vers la maniabilité de la motocyclette, de façon à ce qu'au cours de leur mission protocolaire comme leur mission opérationnelle, nos carabiniers soient plus compétents, plus performants. Ce stage tombait à pic pour les carabiniers car le peloton motocycliste vient tout juste de changer de moto, l'occasion pour les motards d'apprivoiser le 2 roues et ses nouvelles fonctionnalités. Nous avions un groupe qui faisait une sortie route pour l'enchaînement de virages, la technique du coup d'œil pour prendre les virages en sécurité. Et une autre partie d'un groupe qui travaillait sur un plateau, comme au passage du permis de conduire, avec un trèfle, etc., pour la maniabilité à vitesse réduite. Et on a travaillé aussi le regard, c'est vrai, sur les mouvements à faire lors des interpellations avec les automobilistes, et le regard qui est très important pour nous faire comprendre. La collaboration entre la Principauté et la France ne s'arrête pas là, elle va être mise en lumière le 19 novembre prochain à l'occasion de la fête nationale monégasque. Les motocyclistes défileront avec les motards de la garde républicaine, un défilé particulier, d'autant plus que le peloton fête cette année les 60 ans de sa création. Les ballets de Monte-Carlo viennent d'achever une tournée au Brésil où ils ont présenté Roméo et Juliette et leur retour en principauté s'annonce plus que chargé. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Christophe Maillot, directeur des ballets.
Alors, ce sera une saison, cette saison 2012-2013, qui sera très représentative de la nouvelle structure autour des Ballets de Monte-Carlo. Oui, je crois que le simple fait déjà qu'on ait pu en début de saison sortir un petit dépliant qui montre en fait finalement les activités croisées des uns et des autres, montre à quel point cette structure a fait sens, surtout à Monaco. Structure qui permet évidemment de former ces jeunes danseurs à l'académie, dont on voit aujourd'hui 3 ou 4 de ces jeunes danseurs qui font partie de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Le travail qu'on fait maintenant et qui est très important pour moi, des ballets de Monte-Carlo vers l'éducation nationale, puisque Gaëtan Morlotti, maintenant avec Dominique Dreyfus, fait un travail au long de toute l'année avec les classes primaires, secondaires, un vrai travail de fond avec des écrivains, avec des ateliers chorégraphiques, de manière à permettre à ces enfants de découvrir aussi ce qu'est l'art chorégraphique et tout ce que ça peut apporter d'un point de vue politique et social en soi. Le Monaco Dance Forum qui cette année va évidemment permettre aussi de revoir des grandes compagnies emblématiques comme la compagnie de Pina Bausch, de découvrir des spectacles hors du commun, dont un que je pointe du doigt qui est extraordinaire, qui s'appelle Zimmermann de Perrault. Si vous avez envie de passer 1h30 absolument époustouflante de rêve, où les frontières de la danse et du théâtre sont complètement explosées et vous pouvez partir vraiment dans un moment de plaisir très intense. Venez voir ce spectacle, c'est assez exceptionnel. Voilà, et Jean-Christophe Maillot reviendra plus amplement à la fin de ce journal sur la suite du programme des Ballets de Monte-Carlo à l'occasion d'un entretien avec José Sacré. Passons au basket à présent. L'AS Monaco recevait Fos-sur-Mer mardi soir en 32e de finale de Coupe de France. Les joueurs de Jean-Michel Sénégal se sont inclinés dans les toutes dernières secondes, 70-69. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion. Frustration, voilà le mot qui résume au mieux le sentiment des Monégasques à la fin de ce 32e de finale de Coupe de France. Opposé à Fos-sur-Mer, une équipe qui évolue en Pro B, soit une division au-dessus de l'ASM, les coéquipiers de Diego Vebob sont totalement dépassés en début de rencontre et encaissent un 13-0 sous l'impulsion notamment de John Williamson, auteur de 15 points. Les Monégasques vont compter jusqu'à 20 points de retard dans le deuxième quart-temps avant de revenir progressivement dans la partie grâce à Travarus Bennett et ses 18 points et au shoot longue distance d'Olivier Bardet. En s'appuyant sur une grosse défense, Monaco recolle dans le quatrième quart-temps et passe même devant dans la dernière minute avant de s'incliner sur un shoot phocéen à 3 secondes du buzzer. À la fin de la rencontre, il y avait forcément beaucoup de déception au vu du scénario du match. Une énorme frustration parce qu'on a tout fait pour gagner encore. En 20 secondes de la fin, le dernier ballon, je pense qu'on nous le vole un peu, le ballon de match. Après, eux jouent très bien le coup, après on n'est pas heureux. Non, on a une énorme frustration parce qu'on a tout fait, ce que j'ai dit aux gars. Bon, c'est pas très grave les débuts de match. On a vu, il faut vite s'habituer à un niveau au-dessus, parce qu'au début, il n'y avait pas photo sur les deux équipes. Donc mes joueurs, je suis très fier qu'ils étaient capables de monter leur niveau. On a monté notre niveau, on a défendu vraiment comme des chiens en deuxième mi-temps. Et c'est nous qui avions le vent en poupe en deuxième mi-temps pour faire l'exploit, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes N1 qui gagnent en Pro B. On l'avait entre les mains, là, bon, on n'est pas heureux, c'est vrai qu'on n'est pas heureux, là, parce qu'avec la débauche d'énergie qu'on a donnée, perdre d'un point un match comme ça, il n'y a que le résultat qui compte dans le sport, hein, donc je ne peux être que déçu. Monaco va donc se concentrer sur le championnat de National 1, prochain match à l'extérieur le 3 novembre contre le Centre fédéral. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Jeudi, le temps sera ensoleillé, les températures seront supérieures au normal de saison. Il fera 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Vendredi, interruption de la période de beau temps, quelques nuages feront leur apparition en fin de journée. Le temps sera bien automnal samedi avec un ciel chargé et des températures n'excédant pas les 17 degrés. Et enfin dimanche, diminution de la menace d'averse et timide apparition du soleil. Il fera un maximum de 18 degrés. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes. Mais avant de vous quitter, une pensée particulière à Joey qui a pointé le bout de son nez dimanche à 15 h. Il vient agrandir la famille de notre couple de caméramans, Marion et Guillaume Sapé-Triomphe, que vous avez sûrement dû apercevoir avec nous sur le terrain lors de nos différents reportages. Toute l'équipe de Monaco Info les embrasse bien fort. À très bientôt et très bonne fin de semaine à tous sur Monaco Info.